Bon, Pierre, alors ce soir, on va faire une expérience un peu différente. On va recevoir un collègue psychanalyste, Philippe Lacadet de Bordeaux, qui a écrit un livre sur Robert Walser, l'écrivain suisse, qui a eu un immense trajet aussi d'errance dans sa propre vie. Et on va lire Walser avec Martine Pachou, ancienne directrice du théâtre de Poche, et on va essayer de se faire enseigner une fois à partir de la littérature. Ouais. Freud disait, les poètes disent les choses avant les autres, avant les scientifiques, avant les psychanalystes. En tout cas, moi, je me réjouis beaucoup. D'abord, tu m'as beaucoup parlé de Philippe Lacadet, donc je suis content de le rencontrer. Martine Pachou, ben, évidemment, tout le monde la connaît. Et effectivement, je me suis plongé un tout petit peu dans Walser, bien moins que toi, mais ce qui m'a frappé, c'est... enfin, je vois par quel angle on va peut-être pouvoir croiser nos regards de neurosciences et de psychanalyse, ce regard qui finalement est ce regard croisé qui est le centre de nos expériences. C'est-à-dire on va essayer de nous faire enseigner, c'est comme tu dis, à partir de la littérature et de la lecture de la littérature par un psychanalyste. Voilà. Alors peut-être avant de commencer notre travail habituel, j'aimerais présenter les personnes ici présentes. En fait, on a eu dans cette affaire une histoire. L'histoire, c'est L'étang de Robert Walser. Et Martine Pachou, qui a été directrice du théâtre de Poche à Genève, a accepté une fois de remplacer une conférence que j'allais donner sur l'adolescence et sur le point de vertige de l'adolescence, l'adolescent confronté à quelque chose d'impensable, quelque chose qui fait trou dans le réel, où il n'y a aucune parole évocable, aucune possibilité de le traiter, jusque peut-être aller à la tentation de suicide. On avait décidé avec Martine Pachou de remplacer un exposé par une lecture qui a été organisée par elle de L'étang. L'étang, ce texte, je l'ai donné à Philippe Lacadet. Philippe Lacadet qui a été pris d'une passion particulière sur laquelle il va s'expliquer autour de l'œuvre de Walser et du rapport particulier de Walser à l'écriture. Il a, lui, cherché un enseignement psychanalytique de l'écriture d'un roman du réel dans son livre sur Robert Walser, Le promeneur ironique. Philippe Lacadet, paru aux éditions Cécile Defaux et qui a récemment eu le prix Édipe des librairies en France. Donc un livre qui a eu un impact très fort. Philippe Lacadet est psychanalyste à Bordeaux. Alors, l'étang, peut-être qu'on peut commencer par mettre en place le dispositif dans l'histoire qui nous a liés. Et je laisse Martine Pachou peut-être présenter la chose. Oui, alors Les Temps, c'est un des premiers textes de Walser qui a été écrit en dialecte bernois et qu'il a écrit un peu aussi pour régler sa relation avec sa mère. Et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Fritz, qui se sent mal aimé par sa maman. Et pour mettre à l'épreuve cet amour, ce non-amour maternel, il décide de faire croire qu'il va se noyer dans les temps, faire croire à un suicide. Donc il organise, il fait toute une mise en scène pour rendre crédible cette expérience et il avertit notamment son frère Paul, qui lui est bien aimé de la maman, qu'il va se noyer dans les temps. Alors je vais vous lire juste les deux petits monologues qui entourent ce moment où il arrive à l'étang, où le frère Paul débarque et constate que son frère a dû se noyer, et puis le commentaire que fait Fritz après le départ du frère. Alors je vous lirai aussi ce qu'on appelle les didascalies. Alors, un étang entouré de sapins, entrée de Fritz. Fritz, comme c'est calme ici, comme les sapins se reflètent dans l'eau, comme les branches dégoulinent en silence, tout doucement. On dirait un chant. Sur l'eau,
les feuilles nagent comme de petits bateaux. Voilà un lieu pour être bien triste et mélancolique. Mais je ne suis pas venu ici pour pleurer. Il faut que je me grouille. Il retire sa veste. Voilà, que la veste repose dans l'herbe. Il jette son chapeau dans l'eau. Et qu'une fois dans sa vie, le chapeau apprenne à nager. J'ai dit à Paul que j'étais fatiguée de vivre, que j'allais à l'étang. Il aura bien compris. La vérité, c'est que moi aussi, une fois au moins, je veux me mettre un peu en avant. Je voudrais savoir si maman est capable de se faire du souci pour moi aussi. Je serais quand même curieux de voir si elle restera indifférente quand on lui dira que Fritz s'est jeté dans l'étang. Paul va venir à toutes jambes, et quand il verra le chapeau et puis la veste là, et moi nulle part autour, qu'est-ce qu'il pourra croire? Sinon que je me suis jetée dedans. Ça m'étonnerait vraiment que ce coup ne marche pas. C'est sans doute mal de faire une frayeur inutile à maman, mais à présent, il faut absolument que je sache si je ne vaux rien du tout à ses yeux ou bien non. Le voilà, je l'entends. C'est lui qui siffle comme ça. Fritz grimpe sur un sapin et tout en grimpant, il va en faire une tête et il va se mettre à courir. Je suis presque mort de rire déjà. Il se cache dans les branches. Paul entre en scène, il se dirige vers la veste. Paul, oh là, oh! Mais il est là, couché, là. Apercevant la veste vide et le chapeau dans l'eau, il se met à hurler et part à toutes jambes. Fritz descend. Voilà, dans 10 minutes, ils seront au courant. Alors, on va songer à rentrer à présent. Je commence à avoir un peu la trouille. Bof, au pire, je serai battue. Je connais ça, depuis bien trop longtemps pour que ça me fasse encore peur. Et puis, pourquoi pas faire un petit détour? Ce n'est que justice, ils doivent un peu s'agiter pour moi, une bonne fois, et pleurer. Ils vont pleurer. Et ça me fait bien plaisir. À ce jour, personne n'a encore jamais pleuré à cause de moi. Peut-être admettront-ils alors que moi aussi, je vaux quelque chose. Alors, pourquoi, dans le travail avec Pierre Magistretti entre neurosciences et psychanalyse, dans la série qu'on construit, mettre maintenant Walser? Pour nous, et là je m'adresse à Philippe, pour nous, Walser implique une réflexion particulière du rapport au vivant, de ce que nous on a appelé l'excès du vivant. On peut se dire qu'au centre de notre travail, il y a la question du vivant qui déborde les capacités de chaque sujet de le traiter. En même temps, le sujet émerge du vivant. Il émerge du vivant et il émerge du langage de l'autre déjà là. C'est ces deux points d'inscription. Et au fond, chaque enfant, chaque sujet se constitue depuis le vivant et depuis l'autre du langage. Et qu'il y a un mariage, enfin un lien, un nouage très compliqué à penser dans nos travaux entre la représentation et l'état somatique, entre le signifiant et le vivant, entre la lettre et le corps. Alors, il nous a semblé que Walser, et en particulier le travail de Philippe Lacadet sur Walser, était un travail central pour nous éclairer sur cette question. Comment se joue la rencontre entre le vivant et le langage? Il y a une phrase que Philippe Lacadet a citée aussi dans un autre livre, L'éveil et l'exil, sur l'adolescence, qui est une phrase de Freud à Fliess, une lettre dite numéro 42, où Freud écrit « L'excès de sensation empêche la traduction en images verbales ». Et il me semble que c'est
exactement en ce point qu'on peut rencontrer Walser dans notre travail comme un enseignement. C'est-à-dire que on pourrait dire que Walser nous enseigne quelque chose dans la mesure où il a un rapport trop direct au langage. Et il est entamé par quelque chose dans son travail entre le corps et le langage, et il nous démontre que ce qui habituellement est considéré comme pouvant jouer ensemble, le vivant et le langage, est totalement problématique. On reviendra plus précisément sur ce point. Je ne sais pas si Pierre veut compléter. Peut-être après, je vais élaborer Oui. après le commentaire de Philippe. Oui, ça tombe bien qu'on ait décidé de présenter Walser à propos de ce qu'il écrit dans son petit dramolé L'étang. Parce qu'on voit bien comment c'est un homme qui a toujours eu d'extrêmes difficultés à se situer par rapport à ce que nous, on appelle en psychanalyse le désir de la mère, c'est-à-dire ce qui permet à tout sujet de prendre appui sur ce désir pour calculer son existence. Enfin, pour savoir si effectivement, comme il le dit dans les temps, s'il a une valeur pour l'autre qui s'occupe de lui, c'est-à-dire la mère. Or, Walser le dit très tôt, dans un autre dramolé, ou dans des souvenirs, je ne sais plus exactement, il a eu un type de mère tout à fait particulier, puisqu'elle était décrite comme folle et très bizarre, mais surtout elle avait la particularité, lorsqu'elle était énervée, de lancer quelques couteaux à l'adresse de ses enfants. Donc du coup, le fils baissait un peu la tête pour éviter le couteau et a eu du mal à calculer son existence en passant par le désir de la mère, c'est-à-dire au fond par le langage en tant qu'il est articulé par la mère. C'est ça que j'avais appelé son rapport ironique à l'autre. Et il le dit très bien, on pourrait dire ça, au fond, pour lui, à la place du désir de la mère, et on le voit très bien dans les temps, il a fait une sorte d'insondable décision de l'être, ce qui fait que l'autre de la nature est venu à la place du désir de la mère. Et l'autre de la nature, on pourrait dire aussi, en suivant ce que tu proposais François, que pour lui, il a eu une particularité d'être très sensible à la nature du langage, en tant que le langage peut avoir dans sa façon d'être énoncé, dans sa sonorité, dans ce que Lacan appelait sa matérialité, une façon tout à fait précise de faire sonner la langue, de la faire résonner. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à parler à voix haute quand il se promenait, à bavarder comme ça tout seul, parce qu'au fond, il rendait vivant la langue plutôt que de passer par la langue en tant qu'elle s'articule à un autre. Mais en retour, ça lui faisait des excédents de sensations. Et on pourrait dire qu'au fond, il faisait qu'un corps avec la sonorité de la langue, ce qui fait que par moments, ça pouvait lui produire des sourires, parce qu'effectivement, nous, on est tellement habitués à ce qu'un son corresponde à un sens. Lui, il le dit très bien dans un petit microgramme, il dit le mot a sa propre volonté. C'est-à-dire, au fond, un mot prononcé a une valeur de jouissance, et ça, c'était au plus près de son corps vivant, ce qui fait qu'à ce moment-là, il avait énormément de mal à s'articuler à la langue du sens commun. D'ailleurs, pour lui, communiquer avec l'autre a toujours été extrêmement difficile. C'était un homme bizarre, un solitaire, qui passait toute sa vie dans une chambre mansardée. Il n'a jamais embrassé une femme. Bon, on peut s'en passer, mais quand même, lui démontre très bien comment finalement, du fait comme ça, de se démarquer et d'avoir un rapport ironique à l'autre de la langue, en tant que la langue articulée apporterait un savoir, qui pour lui était trop mortifère, il fallait donc passer sa vie à faire jouir la langue. C'est pour ça que je l'avais appelé le promeneur ironique. S'il est promeneur, c'est parce qu'il se promène de façon ironique dans la langue. Et du coup, on le voit très bien d'ailleurs dans Le Brigand, à un moment donné,
il fait l'éloge de la vie. On voit que c'est la vie qui commence à parler. C'est-à-dire c'est la vie elle-même, en tant qu'elle n'est pas articulée au langage, qui tout d'un coup le rend vivant et fait qu'au fond, il est comme ça pris dans une sorte de matérialité sonore de la langue. Et c'est ça qui lui donne un corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire la vie pas articulée au langage? La vie pas articulée au langage, c'est la vie en tant que justement, elle n'est pas mortifiée par le sens commun. C'est la fameuse liberté libre dont parlait Arthur Rimbaud, c'est-à-dire au fond plutôt parier sur, je ne sais plus, il y a un livre comme ça qui s'appelle La vie comme guide, la sensation guide de vie, et c'est pour ça que ça rejoint, comme tu disais très bien, le moment de l'adolescence. Ce moment où effectivement l'adolescent, du fait de ce qu'il vit dans son corps, est pris par ce que Rimbaud appelait des sensations immédiates, un excédent de sensations, qu'il a du mal à traduire dans la langue à l'autre, parce qu'il sait très bien qu'au fond, s'il passe dans la langue de l'autre, il dépendra et il préfère rester en attente. Et Walser le dit très bien, il était un ravissant zéro tout rond. Mais ravissant, c'est-à-dire qu'il se ravissait à être le zéro tout rond. Et ça rejoint le très beau titre de Peter Hutz, Danser dans les marges, c'est-à-dire qu'au fond, il dansait, voire même il valsait dans les marges de l'autre. Et il dit très bien, je suis toujours resté à la lisière du bois. Il a toujours refusé de rentrer dans une relation à l'autre en tant que l'autre intimait quelque chose de sa vie. Et du coup, il avait un retour de vie. Et c'est pour ça que son style, on en dira un mot si vous voulez, mais qu'il décrit très bien dans Le Brigand, c'est ce qu'il appelle le style du temps présent. Et qu'on pourrait mettre au fond un seul bloc avec des petits tirets pour démontrer que c'est un style qui dépend directement de ce que la sonorité de la langue implique dans son corps, comme sensation. Et alors, ça, c'est le style du temps présent. Donc je reprends ce que disait François, ce que nous avait évoqué, en tout cas en moi, mais aussi en François, cette idée de l'excès du vivant. Donc dans notre modèle, dans nos discussions, nous avons mis en avant l'idée que justement le sujet est envahi par ces sensations somatiques qui émanent du corps, et que finalement, c'est pour traiter ce non-sens quelque part, le sujet crée des représentations, et dans ce modèle, nous avons appelé RS, donc R, les représentations, dans lesquelles justement le langage est un instrument absolument fondamental, parce qu'il permet de relier un signifiant à un signifié, et donc des lettres à une représentation, vient en quelque sorte tamponner ces états somatiques. Moi, ce qui me... et donc, la question, c'est que, visiblement, dans Walser, ce lien RS, c'est surtout le côté de la représentation et du lien avec le langage qui est différent, disons, on va dire, du sujet lambda. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en fait, cette vie propre du langage, comme la sonorité, dissociée presque du sens, c'est presque un peu l'inverse de ce qu'on a discuté la semaine passée avec Claudia Meja sur l'aposème, c'est-à-dire qui est en fait une entité morte, qui n'a pas de sens aucun, qui est juste une sorte d'outil. Là, c'est l'inverse. Les lettres ont une vie propre. Oui, et donc, il y a en fait trois relations possibles. Peut-être la plus classique, saussurienne, signifiant, signifié. Et puis, ce qu'on a appelé, enfin c'était Claudia qui avait appelé ça, et Saussure lui-même. C'est Ferdinand de Saussure voilà, qui a appelé l'aposème. L'aposème, c'est-à-dire c'est vraiment le mot, mais vraiment la matérialité de la langue, mais dépourvue de tout sens. Et puis ici on a l'inverse, on a en fait une sorte de vie propre alors je ne sais pas quel est l'inverse de l'aposème. Ouais. Donc Walser a travaillé là-dessus. De dire ça. Donc Philippe, on a eu une discussion sur l'aposème qui est un autre moment qu'on a eu ici. L'aposème, c'est une définition de Ferdinand de Saussure qui est la part réelle du langage, on pourrait dire. Ouais. C'est-à-dire complètement détachée de tout procès de sens, de signification. Et puis,
cadavre du sème, Voilà, c'est-à-dire qui est à cadavre, côté voilà, c'est mort. du sens, mais c'est mort. Tandis Ici, que là, c'est l'inverse, c'est la vie. Oui, bon. Oui, par exemple, il y a un petit passage de Walser là, qui le démontre très bien. Je vais vous lire la phrase. Il dit au fond, mais là, je vais le faire avec les mots en allemand pour comprendre la contamination métonymique du signifiant. Quiconque, parce que je vais vous le dire en français, et là, vous ne comprendrez pas. Quiconque, où et de quelque façon que ce soit, est à la pointe, deviendra quelque chose de pointu et pourrait presque être un voleur ou quelqu'un qui aime les dentelles qui sont importantes pour les femmes. Donc c'est un peu labyrinthique. Oui. Mais si on sait que, par exemple, qui est à la pointe se dit spitze, deviendra quelque chose de pointu, spitzig, et pourrait presque être un voleur, spitzbüzub, ou quelqu'un qui aime les dentelles, spitzen, on voit très bien comment cette métonymie, cette contamination métonymique du signifiant produit un effet sur lui qui est tel que, par exemple, pourquoi le brigand? C'est qu'au moment où sa mère décède, son frère, qui était Karl Walser, le peintre, l'aquarelliste, lui fait une aquarelle de Karl Moore, un des personnages du brigand, avec au fond très féminisé, un personnage au fond qui est recouvert de dentelle et qui deviendra dans ses écrits microgrammatiques, son dernier au fond livre, qui a été construit à partir de 36 microgrammes quand il écrivait avec l'écriture miniature, qui deviendra au fond l'incarnation de son double réel. Mais on voit très bien aussi comment ce brigand est assez féminisé. Et on voit très bien comment la matérialité, la matérialité du signifiant, la sonorité du signifiant peut avoir une détermination sur sa position subjective. Il le dit très bien. Pourquoi, au fond, il a passé sa vie, au fond, à être le commis aux écritures de grands maîtres. Et il disait, au fond, le maître, au fond, il croit que je lui obéis. Mais en fait, je n'obéis pas du tout au maître. J'obéis aux mots que me dit le maître. Et je loge mon être de ravissant zéro-touron sous le signifiant du maître, et ça me produit des sensations féminines. Et il dit, au fond, je gamine, je fais la gamine, je me transforme en servante. C'est ce qu'il avouera d'ailleurs à la confession au médecin qu'on lira à la fin. Et à ce moment-là, on voit très bien comment justement la contamination signifiante, métonymique, peut déterminer, mais ce qui lui permet, et c'est ça qui est très fort aussi, c'est pour ça que j'avais appelé ça le promeneur ironique, ce qui lui permet de ne pas totalement obéir au maître et d'avoir gardé toujours quand même sa liberté libre. C'est-à-dire qu'il riait, voire il souriait. Et il était d'ailleurs, quand il obéissait, il souriait parce qu'au fond, il dit « Le maître croit que je l'obéis en tant que Robert Balser. Mais est-ce qu'il sait que le fait de lui obéir me transforme en servante et que je gamine ?» Et du coup, ça lui provoquait des fous rires ou des rires un peu comme Albert Einstein, dont tout le monde pensait qu'il foutait de la gueule de tout le monde. Lui, pas du tout. C'est ce qui lui permettait de garder quand même sa liberté libre. Il croit que je l'obéis, mais pas du tout, puisque ça me transforme en servante. Et là, on voit très bien que ça a un effet, dans le petit passage que je vous ai lu, qui est lié, enfin, qui a un effet qui est lié à la façon dont il se maintient dans un rapport ironique à la langue. Voilà, c'est-à-dire, c'est là, pas le savoir de l'autre de la langue qui est important pour moi, c'est le savoir que j'en déduis, juste pour terminer, pour vous montrer ça aussi, par rapport à la sonorité de la neige. Pourquoi le blanc est important pour lui, la neige? Parce qu'il tire de blanc, qui veut dire white, qui s'écrit weiß, il tire au fond un savoir, puisque le savoir c'est Weissen. Et donc, la neige, la sonorité de la neige, le blanc de la neige, lui permet, tout en se promenant dessus, d'acquérir le savoir qu'il n'avait pas voulu calculer sur le désir de la mer. Oui. C'est juste pour dire, de nouveau, si on reprend pour dialoguer du côté disons, des neurosciences, si on peut dire ça, en fait, on voit que les représentations qui découlent de ce jeu de mots, si j'ose dire, jeu avec les mots, c'est un peu flou, c'est un peu déstabilisant. Donc, on peut comprendre qu'il a eu quand même un problème, peut-être, je ne sais pas, d'identité ou un problème psychiatrique. Enfin, je veux dire, ce vivant n'était pas tamponné par des choses qui peuvent tamponner, mais c'était au contraire une excitation permanente et un rebondissement permanent. Voilà, donc ça pose la question. Oui, vas-y, réponds, excuse-moi.
Oui, oui, ben c'est la grande question, si vous voulez. C'est pour ça que moi, pour éviter ce genre de questions, j'avais demandé à Philippe Forest, qui est un grand écrivain français, de faire la préface de mon livre, pour démontrer que, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était le nouage de la littérature et de la psychanalyse, mais en tant que l'artiste ou l'écrivain précède le psychanalyste, c'est-à-dire apporte quelque chose. La question qui a été soulevée, c'est au fond, est-ce qu'il jouait avec les mots, ou est-ce qu'il était joué par les mots? Et Walter Benjamin, il répond de façon très bien. Il démontre que Walser, dans le texte qu'il avait fait sur Robert Walser, il parlait d'un ensauvagement de la langue. C'est-à-dire qu'au fond, c'était quelqu'un qui était pris par une sorte de déroulement comme ça, métonymique de la sonorité du signifiant, mais qui pouvait déterminer. Par exemple, il mettait une bûche dans le poêle, la bûche crépitant, la sonorité de la bûche faisait que tout d'un coup, comme il vivait tout seul dans sa chambre mansardée, enfin c'était un peu bizarre, il se mettait à parler à la bûche. C'est pour ça qu'il tient un discours à un poêle. Un bouton, ce fameux bouton, c'est très important, les habits chez Walser, on le voit dès les temps, son chapeau, sa veste, son gilet. Un bouton commençait à se détacher. Il voit dans ce bouton un signe particulier, quelque chose qui se détache du vivant de son corps, et du coup, il tient un discours à un bouton. Et ça, c'est c'est ça son style du temps présent. C'est un style. Alors bon, maintenant, on voit que cette langue est vivante, et puis elle procède par une sorte de contamination métonymique, qu'il y a une chaîne de sons, qu'on est vraiment dans la dénotation plutôt que, au fond. Oui, on est une contamination, enfin, on est une contamination par le son. La langue est trop vivante. Et on n'est pas du tout dans le métalangage. Il n'y a pas du tout l'utilisation de la langue pour exprimer quelque chose. Dans ton livre, tu dis d'ailleurs, Walser, c'est l'écrivain de l'anti-métalangage. Et que... Alors, bon, il faut peut-être, sur ce point, introduire la question de l'écriture. Parce que là, on en parle comme quelqu'un qui est véhiculé par la langue, et puis c'est tout. Alors que l'affaire, elle est nouée dans une pratique d'écriture. Et la question, c'est comment il passe du son à l'écriture. Et quelle est la fonction de l'écriture? L'écriture, pour répercuter la sensation, c'est un travail, au fond, c'est tout ça, c'est habité de perception, de sensation. Et qu'au cœur du processus de pensée, il y a la sensation et il y a la perception. Mais en même temps, elle est mise en jeu dans l'écriture. Et peut-être sur cette question, on pourrait introduire le texte sur la nature, cette conjonction entre le regard et l'écoute, entre la bouche et l'oreille, une dimension de la sensation dans la nature, mais du passage du son à l'écriture. Il faut qu'on puisse faire maintenant le pas vers cette question de l'écrit et la fonction de l'écrit, qui est très importante chez Walser, d'autant plus que lui-même avait passé son temps à un moment donné à avoir une écriture tout à fait particulière de microgrammes, microgrammatique. Il y a d'ailleurs eu une exposition ici à Genève à la Fondation Bonne-Mère, organisée par Charles Mella, autour des microgrammes de Walser, qu'on a visité ensemble, n'est-ce pas, Philippe, il y a quelques temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce passage de la sonorité à l'écriture? Il y a peut-être d'autres extraits qui seraient plus parlants sur ce point-là. Néanmoins, je vais quand même vous lire un extrait de ce qu'il appelle « Étude d'après nature ». Et ça se passe toujours dans le contexte d'une promenade, c'est-à-dire d'une... Enfin, bien sûr qu'il n'écrit pas en se promenant, mais il bavarde tout le temps en se promenant. Et il y a un rapport comme ça au corps parlant chez Walser qui est souvent extrêmement troublant. Et c'est, je dirais aussi, pour rester dans mon domaine, c'est ce qui fonde sa théâtralité. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments théâtraux dans ses textes en prose aussi. Alors là, il observe la nature, il s'arrête, il se promène, il s'arrête, il repart. Tandis que je restais immobile à tel ou tel endroit,
comme envoûté, et portait sur le pays un long regard silencieux et attentif, il se produisait ceci de singulier, que toute cette belle réalité extérieure me regardait à son tour. Cela m'apparaissait bien étrange d'être visible aux yeux du visible, et de constater que tout ce que je voyais autour de moi avait à son tour des yeux pour regarder autour de soi. Observer, détailler et scruter, tendre l'oreille, contempler et apercevoir sous des formes variées, ainsi qu'interroger et exercer une surveillance, semblait être devenu réciproque. Là où j'examinais sans relâche, je me voyais moi-même examiner, attentivement observer. J'imaginais du moins qu'il en était ainsi. Là où je m'étonnais, j'étais peut-être moi aussi un objet d'étonnement, aussi douteux et ambigu que mon entourage à mes yeux, ainsi lui apparaissais-je moi-même. Du moins, cela me parut possible. Le pays et ses 1000 beautés avaient des yeux, et j'en étais satisfait. Un peu plus loin, il parle aussi de la musique qu'il entend dans la nature. Toute cette musique avait l'air de sortir comme spontanément de la bouche de la nuit, et tous ces bons petits oiseaux innocents, avec leur douce voix, semblaient vouloir gentiment évoquer et donner à comprendre toute la douleur ancestrale du monde, toute la monstruosité, la beauté et l'horreur, indissolublement mêlées. Enserrées dans ces lourdes chaînes, délicieuses, pleines de séduction, parées de douleur, l'existence devenait chant, et tout ce qu'il y avait d'errant dans l'homme trouvait là son expression essentielle. La terre elle-même semblait chanter son propre chant. Je n'étais tout entier qu'écoute, et comme je tendais l'oreille, une merveilleuse rumeur marine descendit des hauteurs dans le silence qui m'entourait. Et, c'est très beau. Mais par rapport à ce que vous avez décrit, cette puissance de cette vie propre de la langue, qu'est-ce que vous retrouvez dans ce texte par rapport à ça? Parce que bon, c'est très beau, c'est fluide, on est là-dedans. Bon, il y a cette idée que le visible le regarde, enfin effectivement là on est un peu à la limite. mais à part ça, ça coule bien. Enfin moi j'ai pas ressenti, je dis pas que je fais l'avocat du diable, mais je pose la question, en quoi là on trouve ce langage trop vivant? Mais c'est-à-dire, ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit tout à l'heure, qui était que, il le dit d'ailleurs dans Les Garçons, à propos d'un personnage, il retrouve à travers la nature et les bruits venus de la nature quelque chose de l'entendu bien avant qu'il en ait le sens. C'est-à-dire quelque chose qui est très lié pour lui à ce qui est venu comme autre de la nature remplacer l'autre de la langue maternelle dont il pensait qu'elle était trop dangereuse pour lui. Et il y a aussi une lettre fictive, d'une lettre d'un père à son fils, puisqu'il faut savoir qu'aucun des enfants valsers, ils étaient 7, n'ont produit des enfants. Il y en a 2 ou 3 qui se sont suicidés, d'autres qui sont devenus fous. Enfin, c'était une famille un peu spéciale. Valser disait lui-même qu'il était un homme très bizarre. Et dans cette lettre, donc, il explique très bien comment le père, le père dit à son fils, « Je ne me chargerai jamais de ton éducation, c'est la nature qui le fera à ta place. » Et nous voilà donc confrontés à un homme qui est bien obligé, pour essayer de saisir quelque chose de son existence, de vivre directement branché sur l'autre de la nature. Et du coup, moi-même d'ailleurs, quand j'ai écrit Robert Walser, le livre, j'étais dans ma maison de campagne, dans la forêt,
Et il y avait un oiseau un peu bizarre le matin qui riait pendant que j'écrivais. Je pensais qu'il s'adressait à moi. J'étais voir mon voisin, qui est un vieux chaudronnier mélancolique. Dans les Landes, il y a beaucoup de mélancoliques. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est cet oiseau? Il me dit, ah, rassurez-vous, c'est l'oiseau moqueur. Mais je n'étais pas très loin de penser que la nature aussi s'adressait à moi. Vous savez, quand vous êtes très possédé par un écrivain, tout d'un coup, les bruits, on n'y est pas habitué, nous, parce qu'on est névrosé. Mais Walser était très sensible à ça, ce qu'il appelait, au fond, la modernité babillante. Ça correspond un peu, son époque, au moment où est arrivé la TSF, le téléphone, tout ça, ça le persécutait. Et ça lui permettait, au fond, tout ce bavardage, c'est un peu comme Pascal Quignard qui explique très bien comment un rapport trop direct à lui, eh bien, ça lui fait perdre l'idée qu'il a un corps. Et il explique très bien dans une entrevue avec une jeune femme, Pascal Quignard, comment la seule façon de s'en sortir, hop, c'est d'attraper un crayon. Et bien Walser, c'était comme ça. Là où effectivement, il ne pouvait pas situer son existence dans un discours établi, comme au fond offrent les parents, c'est-à-dire qu'ils permettent à un enfant de s'établir dans le discours commun. Faute de ça, il a, lui, trouvé la solution d'en passer par l'écriture. L'écriture est devenue le recours. Et il le dit très bien, moi qui n'ai jamais eu de corps, on pourrait très bien dire qu'il a eu un corps par le biais de l'écriture et qu'au fond, moi c'est ma thèse un peu même, il a offert un corps à l'écriture. C'est-à-dire, il le dit très bien, il est plus écrit qu'il n'écrit. Et du coup, ces personnages ne le représentent pas. Ces personnages le présente lui-même face au monde. Et alors, il y a quelque chose de tout à fait formidable. Quand il était comme ça, effectivement, moi je pourrais très bien écrire, au fond, cet oiseau moqueur, dans mon style du temps présent, puisqu'il me faisait des sensations. Je pourrais écrire ça, c'est ce que faisait Walser. Et du coup, il se précipitait pour écrire dans son style directement branché sur sa sensation corporelle, cette petite nouvelle, qu'il travaillait dans une exquise courtoisie, avec beaucoup de respect, beaucoup de politesse. Et il apportait ça au journal, dans les journaux, et il était très connu comme ça. Et là, on lui avait donné le nom de feuilletoniste exécutant. Et du coup, voilà donc notre homme, marchant dans la nature, qui entend un bruit, ça lui fait quelque chose, il se précipite pour l'écrire. Du coup, il a l'idée qu'il a un corps, il va offrir ça au journal et il devient le feuilletoniste exécutant. Ce qui lui permet d'avoir un semblant de lien social. Alors qu'on sait qu'il est resté tout seul, qu'il était quand même bizarre, que lorsque la logeuse venait réclamer le fait qu'il n'avait pas payé sa quittance de loyer, et il lui dit « Ah, vous venez me demander un mariage ?» Donc elle est un peu spécial, elle commence à paniquer, elle refrappe, et il lui dit « Ah, vous n'avez pas un marteau ?» Là, elle commence à s'inquiéter, elle téléphone, il n'y avait pas le téléphone, si, il y avait le téléphone, elle appelle sa sœur, et là on s'aperçoit que quand même la logeuse dit « Vous savez, il est quand même un peu bizarre, le soir, je l'entendais rire énormément, donc vous savez, votre frère... » Et du coup, il a été conduit à l'hôpital psychiatrique, parce qu'effectivement, on s'était aperçu qu'il était un peu vers la fin de sa vie, au moment où justement, même l'écriture, et là ça rejoint un peu la question de François, parce que comment peut-on expliquer qu'il a décidé de miniaturiser son écriture. Voilà, parce Pourquoi ? qu'il me semble que là, c'est un point, parce que maintenant, avec cette lecture de Martine Pachou, et ce que tu viens de dire, on comprend tout à fait le passage de la sonorité à l'écriture. Oui. Mais ensuite, il y a une autre question, c'est le statut de cette écriture. Voilà. Parce qu'au fond, elle est aussi en elle-même trop vivante. Voilà, il faut la réduire. Explique-nous ce qu'il explique très bien. Un jour, la trace elle-même devient excessive. L'écriture qui lui servait au fond à se sustenter, à avoir un corps, tout d'un coup, il le dit très bien, c'est une sorte un peu comme les épiphanies de Joyce, une chose incongrue commence à surgir dans la plume. La plume qui pour lui représente la modernité. Donc il décide de ne plus écrire à la plume et de revenir au crayon. Par exemple, pour vous donner un exemple, mettons que tout d'un coup, il ait envie d'écrire le corbeau. Et avec sa plume surgit le corps et plus loin beau. Du coup, ça le persécute. C'est pas ça qu'il voulait écrire. Donc il se précipite vite pour réduire ça, pour le miniaturiser, pour ne plus voir que même l'écriture qui avant le sustentait commence à dire des choses incongrues, mais ça devient une substance vivante de l'écriture. Dans l'écriture. Comme il y avait du son dans les mots. Oui. Et il décide de miniaturiser tout ça
pour ne plus lui-même se relire, parce qu'il faut savoir qu'il n'arrivait même pas à se relire tellement c'était miniaturisé. Je suis tombé là sur un livre aujourd'hui où on voit très bien le microgramme. C'est des chercheurs qui ont passé plus de 30 ans de leur vie à s'apercevoir que ça voulait dire quelque chose. Et donc à ce moment-là, et c'est ça qui est génial, c'est ce qu'il appelle lui son territoire sonore. À ce moment-là, il retrouve un singulier bonheur. Ça lui permet, dans cette miniaturisation de son écriture, au fond, de se promener. C'est ça qui est génial. Il se promène à ce moment-là de façon ironique dans la langue. Et après, il choisissait de retranscrire à la plume certains microgrammes pour les apporter au journal. Il faut savoir que c'est lui qui a donné comme ça le goût de la littérature à Kafka, parce que chaque fois que les gens lisaient ces petits textes dans les journaux, les gens riaient et trouvaient ça très plaisant, quoi. Voilà. Mais ça me fait penser, si vous voulez, c'est pour ça aussi que c'est intéressant par rapport à Rimbaud. Comment Rimbaud, par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est sur les voyelles. Parce qu'au fond, il décide, Rimbaud, puisqu'on dit voyelle, il y a un voix dans voyelle. Et du coup, il donne une couleur voyelle. C'est pour ça que, je ne sais pas quoi, vous savez, le discours aux voyelles. Et on trouve ça chez Walser. Ce côté, au fond, et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour travailler avec des jeunes sujets schizophrènes ou même autistes, parce qu'à un moment donné, quand il dit qu'il est celui qui s'entend lui-même, et qu'au fond, il est un ravissant zéro tourant, c'est-à-dire essayer de faire une bulle de lui pour jamais être entamé par le discours de l'autre, en tant que c'est l'autre qui vous donnera l'identification en retour. Lui, il préfère être un zéro tourant et ne pas être entamé par l'autre en tant que l'autre va prédiquer sur votre être. Une association un peu rapide, mais bon, on est là pour ça. En faire. Non, mais vous avez prononcé le terme autisme. Oui. Dans l'autisme, effectivement, un des points de vue actuels, du point de vue neurobiologique, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le intense world syndrome, c'est-à-dire que le monde est trop intense, crée trop d'excitation, d'où cette idée de s'enfermer dans une sorte de bulle, disons, et qui donne l'impression d'être au contraire désafférenté, d'où certaines approches de stimulation, mais qui sont exactement l'inverse de ce qu'il faudrait, de ce qu'il faut faire. C'est parce que le monde extérieur, comme les mots sont trop sonores, la nature parle, l'écriture devient, il faut la réduire. On est vraiment dans ce monde trop intense. Absolument, on le voit même à la fin de sa vie, là, quand il est à l'hôpital psychiatrique et que Carl Selig vient se promener avec lui. Ça, déjà, c'est trop intimement pour lui. Au bout d'un moment, il dit « Attention, moi, je suis très bien à l'asile. » Parce qu'au fond, à l'asile, il permet d'être dans sa bulle, d'être, au fond, ce ravissant zéro tourant. Parce que l'important, c'est le ravissant. Comme quoi, ça démontre qu'il y a une sorte de mouvement, comment appeler ça, de fermeture à l'autre, parce que l'autre est trop intimement. Est trop intense, et même l'autre en parlant est trop intense. Et peut être aussi dangereux pour lui, parce que le premier autre auquel il a eu affaire, ne l'oublions pas, c'était quand même un type particulier de femme. Non, mais bon, le son est trop intense, la trace est trop intense, tout est pris dans une contamination métonymique, et je pense que ça, c'est pour nous un enseignement très, très intéressant, parce qu'on s'est beaucoup questionné sur le signe de la perception. Freud définissait Wahrnehmungszeichen, ce fameux premier contact pour lui entre le vivant et le langage, dont on peut se demander quel statut lui donner, parce qu'il est autant du côté du vivant que du côté du langage. Il a un statut pour Lacan de signifiant, mais on peut aussi se demander si c'est une lettre. On peut s'interroger sur ce premier contact du petit homme dans la rencontre avec les fameux aposèmes. Et là, tu nous proposes une autre version qui explore un peu le rapport du son à la langue, à l'écriture. Je vais juste dire une chose sur la rencontre avec l'autre, mais qui n'est pas du tout dans le même type de préoccupations qui sont les vôtres. Mais on voit dans Cendrillon, c'est tout à fait étonnant, parce que Walser retourne le conte, il retourne l'histoire du conte et il montre à travers ce personnage de Cendrillon, qui est son double, autant que le prince d'ailleurs,
qu'elle ne veut pas quitter son monde de servante. Voilà. Elle veut rester une ravissante zéro toute Oui, oui. ronde. Et la dernière phrase, c'est oui, non. Est-ce que le prince lui dit, est-ce que tu veux être ma femme, ou je ne sais plus comment ça. Elle dit non, oui, mais ça reste ouvert tout le temps. Et sa revendication, c'est de rester quelque part protégée de la relation à l'autre. Absolument. Et Ou on alors- a beaucoup de personnages dans son théâtre qui sont comme Peter dans Les c'est Garçons. Parce qui... que même quand Une on découverte, croit, ouais. c'est Ouais. ça qui est génial, c'est que même quand on croit qu'il obéit au maître, pas du tout, puisqu'il y a cette démarcation, cette façon d'être dans la marge, qui est témoignée par le rire et le sourire. Ça, c'est une C'est son leçon espace de clinique liberté. pour beaucoup de gens qui voient comme ça des sujets, on dit « Oh, il a un rire immotivé ». Mais qu'est-ce qu'ils en savent qu'il est immotivé? Est-ce qu'ils sont dans le cerveau de la personne pour dire et écrire sur le compte-rendu, le médecin, rire immotivé? Alors qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui justement fait rire le sujet, parce que lui, il a entendu quelque chose quand l'autre lui parlait, et tout d'un coup, il s'en démarque par ce rire, et il garde ce que Lacan appelait la liberté. Lacan disait, le psychotique est l'homme, le fou est l'homme libre. C'est-à-dire qu'au fond, il refuse d'en passer par l'aliénation signifiante dans laquelle l'autre veut le prendre. Parce que là, à ce moment-là, son être est carrément entamé. C'est pour ça qu'il veut être un ravissant zéro tourant. Et ça, c'est extraordinaire. Le problème, c'est que ça lui fait en retour des sensations. C'est-à-dire qu'on n'a rien, c'est ça qui est le problème. Quoi. C'est que Bon, dans la vie, il vaut quand même mieux être aliéné à l'autre. Il faut un lien signifiant, signifié, c'est quand même plus ou moins Bah, comme il ça faut que ça marche. Il Quoi. faut que ça Oui, soit un tout petit peu articulé. Voilà. Alors, puisque peut-être c'est le bon moment pour lire le fragment de Walzer, La confession au médecin, puisqu'on est en train de Oui, faire... c'est un fragment un peu plus long, je vous avertis. Donc c'est tiré de ce livre, ce dernier roman, Le Brigand, qui a été écrit en écriture microgrammatique. Vous disiez 36 feuillets ou quelque chose comme ça. C'est absolument... 34. Donc, C'est des chercheurs qui se sont aperçus que ça constituait un roman. Voilà. Parce que Carl Selig disait attention, c'est l'écriture d'un fou, ça ne sert à rien. Parce qu'il avait trouvé ça dans les cartons à chaussures. C'est souvent, il n'y a pas que Ferdinand de Saussure qui écrivait des trucs dans des cartons à chaussures. Mais il y a aussi. Et là, les chercheurs, il faut leur rendre hommage, ont passé 30 ans de leur vie. Et c'est pas fini encore. D'après ce que me disait Marianne Graff, elles sont en train de... il y a encore des textes non déchiffrés. Oui, oui. Oui. Mais parce qu'il passait tout son temps à écrire. Alors le Brigand, évidemment, c'est un modèle depuis toute son adolescence. Il aimait beaucoup le théâtre, donc il aimait beaucoup la pièce de Schiller, donc il s'identifie à Karl, un des brigands. Il est à la fois lui et son Et là double, enfin voilà. Très jolie aquarelle de son frère Karl. Ouais. Je peux commencer à lire d'ailleurs sur l'image. Et le voici donc à présent devant le médecin, qui lui parut bienveillant. Le brigand aussi, du reste, était la bienveillance même. Du moins ici, pour le moment, dans le cabinet du docteur. Dans la salle d'attente, il n'avait pas eu à attendre longtemps. Quelques hommes et femmes attendaient là, et une folle aussi. S'il était bien le brigand à la fameuse écharpe, demanda alors, en ouvrant brusquement la porte de la salle d'attente, la servante du médecin. Il répondit affirmativement, sur quoi la domestique dit « Dans ce cas, monsieur le docteur vous prie d'entrer ». Sur quoi encore il posa la revue dans laquelle il avait lu et pénétra d'un pas vif dans une pièce voûtée, haute de plafond, et assis devant lui, il y avait donc monsieur le docteur, auquel il s'adressa ainsi. Je vous confesse sans détour que de temps en temps, je me sens comme si j'étais une fille. Il attendit après ces mots que le docteur voulut bien s'exprimer, mais celui-ci dit simplement à voix basse « Continuez ». Le brigand expliqua donc « Peut-être attendiez-vous que je vienne vous voir un jour. J'aimerais en premier lieu vous prier de voir en moi quelqu'un d'assez pauvre. Votre visage me dit que ce n'est pas grave. Et ainsi donc apprenez, monsieur, que je suis fermement persuadé d'être un homme tout comme un autre. Mais que simplement, plusieurs fois déjà, c'est-à-dire dans le temps, jamais, mais récemment, oui, j'ai été frappé du fait que je ne ressentais en moi ni couver, ni se tramer, ni chercher son chemin, le moindre désir d'agression, ni de possession. Au demeurant, je me tiens pour un assez brave homme, un homme tout à fait valable.
J'aime le travail, bien que je ne fasse pas grand-chose ces temps-ci. Votre calme m'encourage à vous confier encore ceci. Je crois qu'il se pourrait bien que vive en moi une sorte d'enfant ou une sorte de petit garçon. J'ai un caractère peut-être un peu trop gai, d'où l'on peut conclure, n'est-ce pas, toutes sortes de choses. Quant à me prendre pour une fille, cela m'est arrivé quelquefois parce que j'aime cirer les souliers et parce que les travaux du ménage m'amusent. Il y a eu un temps où je ne laissais à personne le soin de rapiécer un costume déchiré. Et c'est toujours moi qui allume le poêle en hiver, comme si ça allait absolument de soi. Mais une fille, vraiment fille, naturellement, je n'en suis pas une. Laissez-moi, si vous voulez bien, réfléchir un instant sur les raisons de tout cela. En premier lieu, il me vient à l'esprit, là, maintenant, que la question de savoir si je ne serais pas par hasard une fille ne m'a jamais, mais jamais, pas un seul instant inquiété. Ni moi, ni le citoyen que je suis, ni non plus rendu malheureux. Vous n'avez aucunement affaire à un malheureux. J'insiste spécialement là-dessus. Je n'ai jamais ressenti de souffrance ou de détresse à cause du sexe. Car les possibilités très simples de me délivrer d'éventuelles pressions ne m'ont jamais fait défaut. Étonnante, c'est-à-dire importante à mes yeux, fut la découverte suivante que je fis sur moi. J'entrais dans une excitation amoureuse chaque fois que je m'imaginais en serviteur, peu importe de qui. Naturellement, ces prédispositions ne sont pas déterminantes à elles seules. Je me suis demandé beaucoup de fois quelles circonstances, relations, milieux pouvaient m'influencer, mais sans véritable résultat. Les pianistes virtuoses en particulier se sont révélés mes ennemis. Je ne sais naturellement pas comment cela se fait. Contre un certain désir de me soumettre à quelqu'un, femme ou homme, j'ai dû lutter très fort depuis toujours. C'est-à-dire non, pas depuis toujours, mais seulement ces derniers temps. Principalement comme si j'avais dû attendre ces derniers temps pour sortir d'une espèce d'ignorance. À me voir comme cela, je jouis d'une santé parfaite. Sauf en une occasion où une bêtise d'enfant m'avait valu une blessure au visage, je n'ai jamais encore été chez un médecin. Mais comme cela ne m'attirait jamais de passer la nuit avec une femme, je me suis dit que je devrais bien un jour demander l'avis d'un médecin. Et une fois encore, je vous prie d'être un tout petit peu patient pendant que je réfléchis, car je voudrais éviter de vous dire des choses qui ne soient pas vraies, et vous comprendrez qu'il est difficile de s'expliquer l'inexplicable. Je suis quelqu'un qu'on peut mettre où l'on veut, par exemple au fond d'un puits, dans la mine ou au sommet d'une montagne, dans une maison de maître ou dans une cabane. Je suis d'humeur très égale, ce qui naturellement a souvent été confondu avec l'indifférence, le manque d'intérêt. On m'a fait d'innombrables reproches. De tous ces reproches, je me suis fait comme un lit sur lequel je m'étends. Ce qui est peut-être très injuste de ma part, mais je me suis dit que je devais me rendre la vie confortable parce que l'inconfort sous toutes ses formes pourrait bien m'accabler un jour et que je devrais alors faire le poids. D'une certaine façon, cher docteur, je peux tout faire. Et peut-être que ma maladie, si l'on peut nommer ainsi mon état, consiste à trop aimer. J'ai en moi une provision d'énergie amoureuse effroyablement grande. Et chaque fois que je mets le pied dans la rue, je me mets à aimer n'importe quoi, n'importe qui, et c'est la raison qui fait que je passe en tout lieu pour un homme sans caractère, ce qui ne devrait pas manquer, s'il vous plaît, de vous faire un peu rire. Je vous remercie beaucoup de l'expression sérieuse que vous voulez bien garder malgré cela sur votre visage. Et je vous assure qu'une fois à la maison, occupée à quelque chose qui réclame de l'intelligence, j'oublie tout cela, que je me sens loin et content de l'être de cette espèce d'amour du monde et des gens. J'ai donc une disposition principale
qui me pousse à être gentil avec les gens, à rendre service, etc. Dernièrement, il m'est arrivé avec une femme d'un milieu tout simple de lui porter son filet plein de pommes de terre nouvelles et de la suivre avec un empressement fou. Elle aurait aussi bien pu le porter elle-même. Et puis, il y a encore ceci, un trait particulier de ma nature que j'ai découvert et qui me pousse parfois à chercher aussi une mère, une maîtresse d'école, ou pour mieux dire, une femme qui personnifie l'inaccessible, une sorte de déesse. La confession, je l'arrête là, elle n'est pas tout à fait terminée, mais c'est vraiment tout Walser. On ne peut pas expliquer l'inexplicable. On va en rester là, alors, Le mot de la fin. sur l'inexplicable. Ok. Merci. On peut dire qu'il y a dans le monde, il y a ceux qui habitent le langage et il y a ceux qui sont habités par le langage. Et cet enseignement de Walser, pour moi, est une exploration de la question fondamentale autour de la trace. La trace comme un rapport direct entre le vivant et le langage, qui est au fond au centre de notre interrogation, de savoir comment la trace traite le vivant. On a dit que la trace avait une fonction homéostatique par rapport au vivant. Dans le cas de Walser, on a l'impression au contraire que la trace excite le vivant, que la trace est déjà sonorité, elle est déjà autre chose. Et on a tellement l'habitude du métalangage, du sens, de la représentation, que cette langue de Walser, qui est constituée de façon dénotative, enfin, dans une contamination signifiante, nous donne une vision complètement différente du rapport entre la trace et le vivant. Deux aspects qui, j'ai eu l'impression que ça me sautait aux yeux. C'est-à-dire, un, c'est cette idée de cette langue tellement vivante qui, en fait, est l'opposé de ce qu'on peut appeler l'aposème, ce qui a été discuté par Ferdinand de Saussure, comme le reste du signifiant. Et puis, le deuxième point qui m'a beaucoup frappé, de ce zéro, de cette bulle de protection et l'évocation de l'autisme, où justement il y a un excès de stimulation, peut-être qui vient de l'intérieur, de l'extérieur, et là on voit comment cette manière cette vie propre qu'a la langue vient se rajouter à l'excès du vivant dans quelque chose qui, effectivement, impose alors une sorte d'isolement pour pouvoir se protéger de toutes ces excitations, comme le décrit justement Walser. C'était une vraie découverte pour moi. C'est vrai, tu as raison. On est passé de l'excès du vivant à l'excès dans la langue, à l'excès de vie dans la langue. Au lieu que la vie apaise, au lieu que la langue apaise, la langue déclenche quelque chose qui envahit complètement le sujet. Et cette vie dans la langue, elle est intéressante parce que c'est une vie, c'est une vie au niveau du son. On pourrait dire qu'il y a le son, il y a la lettre, il y a le signifiant et il y a le sens. Habituellement, on est dans un monde de sens. La question de l'inconscient nous fait toucher à la question du signifiant détaché du signifié. La psychanalyse nous fait aussi aller vers la lettre, qui peut marquer un sujet, qui peut être attaché au monde par un seul mot, par exemple, aussi, ou par une lettre. Et là, on a l'idée d'une langue qui vient entamer le sujet. Au fond, on peut dire qu'il y a un vivant qui est le vivant du corps, et il y a un autre vivant qui est le vivant de la langue. Et qu'un sujet, il est aussi colonisé par le langage, colonisé par cette autre vie qui est dans la langue. Et ça, Walser le montre de façon particulière.